Bonsoir Jean-Pierre Mercier, vous Bonsoir. êtes délégué Sud Stellantis Poissy et porte-parole de Lutte ouvrière. L'automobile, on le disait, est en première ligne dans ces destructions d'emplois. Le marché patine, vous êtes inquiet pour les salariés des usines françaises? On est en colère. C'est pas qu'on est inquiet, c'est qu'on est en colère. Ce que j'entends comme explication, excusez-moi, c'est des mensonges. Ça va mal pour l'automobile. Ça va mal pour qui? Tous les actionnaires des grands groupes constructeurs automobiles nagent dans les milliards. Je travaille à Stellantis. Mon groupe a fait 18,3 milliards de bénéfices en 2023, 6 milliards de bénéfices premier semestre 2024. Vous prenez Renault, prenez Toyota, Volkswagen, y compris Volkswagen, Michelin, 2 milliards de bénéfices. Il n'y a pas un groupe automobile mondial qui est en perte financière. Ils sont tous au vert fluo. Par contre, ils se mènent, c'est vrai, une guerre à mort entre eux. Le marché automobile ne monte pas, ne progresse pas. Et donc, comme le disait Carlos Tavares, le PDG de Stellantis, il faut aller manger dans la gamelle des autres. C'est-à-dire que c'est une guerre à mort qui se livre entre eux, mais les actionnaires ne payent... C'est les salariés qui trinquent, quoi, cette guerre. C'est les travailleurs qui trinquent. C'est les travailleurs qui trinquent. Et c'est fermeture d'usine sur fermeture d'usine. On a Michelin, où il y a 2 usines, Valeo 3 usines, il y a du Marais à Strasbourg. Bosch, je peux pas les citer tous parce que ce sont les donneurs d'ordre qui imposent aux équipementiers comme Valeo, aux sous-traitants comme Emma France, etc., de fermer pour augmenter la rentabilité. Stellantis est en train de fermer l'usine de moteurs thermiques à Douvrin dans le Nord. Carlos Tavares a programmé la fermeture de la dernière usine automobile d'Île-de-France à Poissy. C'est le dernier gros centre de production industrielle d'Île-de-France. Et tout ça pour faire encore plus de bénéfices. Alors nous, on n'est pas d'accord. Jean-Pierre Mercier, il y a quand même quelque chose qu'on voit. Je mets de côté ce que vous venez de dire sur les profits des uns et des autres. L'ère de la voiture thermique est terminée, elle est en train de se terminer, peu importe la Chine. Il y a en plus toutes sortes de gens qui vous disent qu'il faut plus circuler en voiture et que c'est un moyen de transport qui est absolument à condamner et que effectivement ce secteur à terme il va subir des restructurations absolument épouvantables. Et donc poursuivre votre raisonnement, c'est les travailleurs qui doivent payer. Non, mais justement, même si c'est vrai ce que vous dites, c'est les travailleurs qui doivent payer. Je ne dis pas que ce sont les travailleurs qui doivent payer. Alors si c'est pas les travailleurs qui doivent payer, c'est qui alors? Préparer à des restructurations, à des formations professionnelles. Je vois par exemple à Sarreguemines, la communauté qui s'appelle Sarreguemines Confluence construit une usine justement de 2000 emplois pour permettre de trouver un emploi aux travailleurs, parce que c'est un bassin avec l'Allemagne où il y a des industries automobiles, il y a des gens qui se préparent aussi à trouver des solutions avec une usine de batterie. Donc, bien sûr, c'est pas aux travailleurs de payer, mais cette évolution, vous pouvez quand même pas la nier. Mais c'est pas aux travailleurs de payer, non, mais en ce moment, les usines ferment et ce sont les travailleurs qui sont licenciés. Bien sûr, et juste, c'est pour vous montrer quand même le raisonnement, c'est que en haut de la pyramide, ça se goinfre de milliards et de milliards. Oui, ils sont pas sur la paille, ils sont pas au bord du gouffre. Pourquoi regardez, je quitte un tout petit peu l'automobile. Auchan, pendant le Covid, ils étaient en première ligne. On les appelait les essentiels. Aujourd'hui, il y a 2400 licenciements. 2400 suppressions d'emplois. La famille Mullier, le patrimoine de la famille Mullier à 50 milliards. Non, mais d'accord, mais à terme, les changements, parce que ce sont les consommateurs derrière qui sont derrière. On sait très bien que dans la grande distribution, ce qui taille des croupières, c'est Amazon. Ce sont les consommateurs qui ont vidé les centres-villes en allant dans les grandes surfaces, et maintenant, ils font leurs courses par Internet. Ce que je vous dis, c'est qu'on donne des années à trimer. Mais je suis d'accord. En plus, on nous traite de feignants. Non, on dit, vous n'êtes pas aux 35 heures. Je ne vous ai jamais traité de feignant. Pas vous. On nous traite de feignants, vous n'êtes pas aux 35 heures, vous avez trop de jours de fériés, vous êtes trop malade, etc. Alors qu'on a fabriqué tous ces milliards,
On n'arrête pas de trimer sur les chaînes de production. C'est pas des travaux de bureau. C'est pas des emplois de bureau qu'on fait quand on construit une voiture. Vous comprenez? Quand on est caissière de Auchan, on fait pas un travail de bureau. Même si le travail de bureau, il peut être très pénible aussi. Mais entre nous, oui, ces profits, il faut les réquisitionner et maintenir tous les emplois. Aucune usine ne doit fermer, aucun emploi ne doit être supprimé. On doit être un peu plus compétitif en France. Alors, au niveau, juste pour répondre sur la compétitivité, parce que ça, c'est la tarte à la crème pour nous faire avaler, pour justifier, pas à nous, mais pour justifier médiatiquement, publiquement, qu'il faut fermer des usines, qu'il faut licencier, vous comprenez, il faut être compétitif. Écoutez, à Stellantis, donc 18,3 milliards de bénéfices, il y a 7,7 qui ont été pour les actionnaires. Au niveau quotidien, c'est du 21 millions collectivement que les actionnaires de Stellantis, essentiellement la famille Peugeot et la famille Agnelli, ont touché pour l'année 2024. 21 millions. Et là, on ne parle pas de compétitivité. Eux, ils prennent. Et là, ils sont à 25% de part du gâteau et ils ont demandé à Tavares de monter leur part à 30%. Mais pour ça, oui, il faut... Alors il faut des quoi? usines. Oui, mais alors qu'est-ce que vous faites? Vous interdisez à ces usines de délocaliser? On interdit les licenciements, on interdit de licencier et on réquisitionne les profits. Pourquoi ça serait toujours les mêmes qui se goinfrent et qui accumulent les milliards? Parce qu'en accumulant les milliards, en se faisant la guerre entre eux, les constructeurs automobiles, parce que c'est une question de survie. Et là, je suis d'accord avec mon PDG quand il dit aujourd'hui, il y a 10 constructeurs mondiaux, demain, il n'y en aura que 5. Il faut qui sait qui sera dans les 5 derniers. Lui il dit il faut qu'on se fasse la guerre. Il a déjà donné 3 noms en plus. Il faut qu'on se fasse la guerre. Moi je suis pas d'accord. C'est un système qui est complètement dingue. Ce système de la loi du profit, la loi du marché, la loi de la concurrence entraîne l'ensemble de la société dans le mur. Mais Emmanuel Dutheil, comment on entre dans une ère de protectionnisme européen nouvelle. Bien évidemment, mais je veux dire, tant mieux. Alors est-ce que ça marchera? Mais bien sûr que ça ne marchera pas. Mais il faut dégager. Là, il y a 35% de taxes douanières par rapport à l'Europe. Aujourd'hui, l'industrie automobile allemande est en train de se casser la figure parce que son premier marché est en Chine. Si l'industrie allemande se casse la figure, l'industrie européenne, dont française, que vous chérissez tant, et va se casser la figure. Sûr, tout est lié. Mais tout est lié. Et pour passer les taxes douanières, Carlos Tavares a racheté un constructeur automobile chinois, Leapmotor, 51% en Chine. Il fait venir les voitures, il les importe en Europe en éléments détachés, il les rassemble dans une usine Fiat en Pologne et il va inonder le marché français, européen. Quand vous allez acheter une voiture chinoise, vous allez enrichir la famille Peugeot. Vous serez content, c'est du patriotisme français. Voilà. Mais derrière, c'est les travailleurs qui vont être licenciés. Mais alors, est-ce qu'une entreprise qui a touché des aides publiques et qui derrière licencie doit les rembourser, ces aides? Bien sûr. Ça serait le minimum. Mais tous les grands groupes du CAC 40 ont touché des centaines de millions d'aides. Enfin, c'est 200 milliards d'aides publiques qui sont déversées dans les caisses principalement des grandes entreprises. Stellantis, pour ne parler que du groupe que je connais, a touché des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions pour construire leur usine de batterie en face de l'usine de Douvrin dans le Nord. Ils ont touché. On sait même plus. Tout le monde a mis la main à la poche. L'Allemagne, la France, l'Europe, la région, la municipalité, tout le monde. Enfin, tout le monde. C'est nous. Peut-être que l'entreprise se serait encore en plus grande difficulté aujourd'hui s'ils n'avaient pas fait avec ça. Avec 18,3 milliards de bénéfices. Peut-être qu'ils n'auraient pas implanté l'usine. Par rapport au pouvoir politique, si le gouvernement, s'il peut pas sauver les emplois, s'il peut pas sauver les entreprises, eh bien, il va falloir que ce soit les travailleurs qui le fassent. Ce qui s'est passé à Michelin, à l'annonce de la fermeture de l'usine, c'est sans doute, et c'est en tout cas ce que je souhaite, c'est ce qui devrait se passer dans toutes les usines qui sont menacées de licenciement ou qui connaissent des plans de fermeture ou qui connaissent des plans de licenciement. Oui, il faudrait que cette colère qui est en train d'être qui est vraiment sur le terrain dans les usines, elle puisse s'exprimer collectivement et d'une manière générale. Et je vous souhaite à tous ceux qui prônent la retraite à 60 ans, le retour aux 40 heures, etc., bien du courage pour vous opposer aux grèves qui démarreront pour maintenir l'emploi, pour embaucher les jeunes, parce qu'il y en a marre de trimer toute notre vie pour finir au chômage. C'est que depuis maintenant plus de 15 ans,
on ne voit plus de solidarité entre les grèves. Quand il y a un problème dans une entreprise, il y a une grève locale, puis une autre grève locale, puis une autre grève locale. Il n'y a jamais de réaction en chaîne. Qu'est-ce qui s'est cassé dans le mouvement social pour qu'il n'y ait pas de réaction en chaîne, hors des grands services publics, comme on l'a vu tout à l'heure avec la SNCF ou les fonctionnaires ou les retraites? Vous inquiétez pas, vous serez sans doute surpris que ça démarre, parce que c'est impossible d'accepter, en ayant fabriqué autant de milliards, d'être licencié et de voir toutes ces usines fermées. Mais je veux pas vous faire un procès d'intention, hein, mais je pense que quand on se mettra en grève, nous le privé, pour protéger l'emploi, pour maintenir l'emploi, pour empêcher les fermetures d'usines, vous serez les premiers à nous taper dessus, à nous dire vous êtes des privilégiés. Je vous ai pas posé la question parce qu'effectivement on voit qu'il y a un certain nombre de mouvements sociaux, il y a des piquets de grève à droite, à gauche, dans un certain nombre de secteurs, on sent qu'il y a plein de petites colères comme ça qui sont en train de s'exprimer un peu partout en France. Mais est-ce que ça peut coaguler? Ça coagule pas. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait voir naître un vaste mouvement de colère sociale? Oui, bien sûr, il le faudrait. Là, si Michelin, Cholet se mettait en grève, réellement, il y a un certain nombre de sous-traitants automobiles qui sont aujourd'hui en grève. Dans l'usine où je travaille, à Poissy, où la fermeture est programmée, bien sûr que si on retrouvait la force... Non, vous l'a officialisé, la fermeture de Poissy, parce que c'est une rumeur pour le moment. On attend justement de voir si Carlos Tavares... Elle a été officiellement annoncée en interne. J'ai l'impression d'entendre mon directeur de l'usine. Non, mais parce que écoutez... effectivement, tout le monde pense qu'elle est dans les usines qui vont fermer, mais c'est pas officiel aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que la famille Peugeot, en l'occurrence Carlos Tavares, a une politique de communication qui est très très différente de celle de Michelin. Michelin dit « je ferme ». C'est le mot fermeture. Déclenchement, voilà, réaction collective. À Stellantis, à PSA, il n'y a pas ce mot fermeture. C'est un mot tabou. Je viens d'une usine PSA Aulnay où il n'y a pas eu le mot fermeture de prononcer. Et pourtant, Aulnay a été fermé. Oui, Poissy va fermer. La fermeture a été programmée. Si ça se mettait en grève aussi à Poissy, 2600 salariés qui se mettent en grève, bien sûr que ça serait des locomotives pour entraîner l'ensemble du monde du travail à riposter et puis à faire reculer le patronat. Jean-Pierre Mercier, vous saluez cette annonce? Je ne vais pas parler de retour en arrière du coup, mais cette annonce? Non, moi je suis choqué de la manière comment on peut discuter, alors là, centime après centime, euro après euro, quand il s'agit d'augmenter les pensions de retraite ou les salaires des salariés du service public, et dès qu'il s'agit de donner des milliards et des milliards aux grandes entreprises qui n'en ont pas besoin parce qu'elles crèvent les plafonds au niveau de leurs bénéfices. Là, on regarde pas la dépense, on y va. C'est aussi tabou, l'argent public qui est dépensé pour les grandes entreprises. C'est aussi un sujet tabou ici en France. C'est pas la même proportion, hein, quand même. Oui, les c'est vrai, retraites, ça coûte beaucoup plus cher. 200 milliards par an pour les entreprises du CAC 40, c'est pas vraiment la même proportion. Je pense qu'il faut supprimer 200 milliards sur ces 200 milliards. Il y aurait sans doute à aller chercher pour combler le déficit et les 3200 000 milliards. La justification qui avait été apportée par Laurent Saint-Martin, c'était aussi de dire, voilà, au 1er janvier 2024, il y avait eu, les pensions avaient été revalorisées à hauteur de 5,3% quand l'inflation était repassée sous la barre des 2% et qu'en fait, ces pensions de retraite, elles avaient bénéficié d'une augmentation que n'avaient pas eu les salariés du privé, et donc ça justifiait ce gel de la revalorisation des retraites pendant 6 mois en disant que c'était une forme de lissage. C'est ce qu'avait expliqué Laurent Saint-Martin. Mais c'est choquant de raisonner comme ça. C'est super choquant. Quand vous êtes un retraité, vous avez travaillé toute votre vie, vous arrivez avec... à la retraite, vous avez 1200, 1300, 1400 euros, et encore, ça c'est des bonnes retraites. Vous avez en dessous... Comment vous pouvez vivre? Il y a aussi des retraités qui vivent bien. Il y a eu, bien sûr, mais ils doivent pas contribuer par principe, mais par principe, pardonnez-moi, par principe, les retraités, encore une fois, je parle pas des petites retraites, parce que même là-dessus, le gouvernement avait déjà entamé une réflexion il y a plusieurs semaines, en se rendant bien compte qu'il était sur un sujet extrêmement sensible. Mais par principe, vous dites qu'il faut pas toucher aux retraités, même les retraites, encore une fois, il y a des retraités qui gagnent bien, ils doivent pas participer à l'effort collectif? Mais non, c'est pas, faut pas les taper chez les salariés qui ont, un retraité, c'est un ancien salarié en activité. Il faut pas les taper dedans, faut pas les taper dans leur poche. C'est dans la poche des ultra-milliardaires. Moi, j'appelle ça les grands bourgeois, les Bernard Arnault, la famille Peugeot et compagnie. Il est là, le capital. Il est là, l'argent dont la société a besoin. Le mouvement des Gilets jaunes, ça fait quelques années déjà, mais je crois qu'il a été oublié par un certain nombre de politiciens. Et ce qu'il faudrait pour remettre les pendules à l'heure, c'est un grand mouvement social
général. Quoi, type gilet jaune ? Actif. Non, pas mouvement gilet jaune. Un mouvement syndicaliste. Type 95. Un mouvement syndical de travailleurs à l'intérieur des usines, à l'intérieur des entreprises, à l'intérieur des banques, paralyser l'économie tout entière et dire maintenant, on nous écoute et vous allez nous écouter. Vous allez nous écouter. Vous savez ce qui s'est passé en juin 36 avec la grande grève générale. Les patrons disaient, comment ça, 2 semaines de congés payés, mais c'est impossible. Oui, mais on n'était pas dans le même monde. Vous allez foutre en l'air l'économie française, etc. Vous allez nous mettre sur la place. Ça va peut-être vous choquer, mais moi je me demande si pour les travailleurs, il n'est pas le temps aussi de créer un système de retraite par capitalisation, des fonds de pension des travailleurs, pour qu'ils puissent investir dans les entreprises et avoir leur mot à dire comme actionnaires. Pas des fonds de pension gérés par des Américains ou des Écossais, non, des fonds de pension que les travailleurs, un peu comme les fonctionnaires avec préfonds, pourraient gérer pour investir dans leurs entreprises et dire on est aussi actionnaire. Est-ce que ça, c'est pas plus révolutionnaire que l'occupation d'usines? Non, c'est très très réactionnaire et vous le savez pertinemment. Mais non, on n'a jamais essayé. Moi, je suis partisan du début du mouvement ouvrier, ou au tout début du mouvement ouvrier, les militants, les responsables ne voulaient pas entendre parler de système de retraite. C'était au patronat de payer une rente aux travailleurs pour qu'ils finissent leur vie dans de bonnes conditions, comme nous, on paye une rente à tous ces capitalistes et à tous ces milliardaires. Un salaire à vie, quoi. On garde son salaire. Payé par le patronat. Et du coup, voilà. Donc, quelle serait votre revendication similaire aux 2 semaines de congés payés de 36? Ce serait quoi? Le paiement des retraites par les actionnaires des entreprises, par exemple. Par exemple, ce serait ça votre revendication. Par exemple. Non, mais j'essaie de savoir quelle serait la revendication. Et qu'on arrête de travailler jusqu'à 64 ans. Ah bon? Mais bien sûr. Et vous financez. Non, mais donc on y arrivera. Comment vous voulez lutter contre le chômage si vous voulez nous faire travailler toujours plus longtemps? D'accord. On n'y arrivera jamais. Bon, j'aimerais juste rebondir sur ce que il y a Charles qui vous a lancé pardonnez-moi, il y a Charles qui vous a lancé un petit pic sur le Rassemblement national. J'ai vu que ça vous avez pas trop fait sourire, mais j'ai même pas compris ce qu'il a voulu dire. Vous avez une explication. Vous avez une explication aujourd'hui pourquoi la gauche ne représente plus le monde ouvrier? Parce que la gauche, elle a trahi à chaque fois qu'elle est arrivée au gouvernement, à chaque fois qu'elle avait les manettes, à chaque fois qu'elle avait la possibilité d'agir, elle a trahi le monde du travail. Elle a trahi les chômeurs, elle a trahi les retraités. Mais que ça soit Mitterrand, Jospin, Hollande, ils ont tous trahi. Et c'est ce qui explique en grande partie les scores faramineux aujourd'hui du Rassemblement national. Ça veut dire que pour les travailleurs, on ne peut pas avoir de solution dans les élections. Et est-ce que le NFP trahit aujourd'hui la gauche? Est-ce que le NFP aussi aujourd'hui trahit la gauche, une partie du NFP? Si jamais le NFP devait arriver à Matignon, bien sûr qu'il trahira l'espoir de ceux qui l'ont porté, bien sûr. Même LFI ne vous semble pas avoir... J'en suis convaincu. Même LFI ne vous semble pas avoir abjuré cette social-démocratie dont vous dites qu'elle a trahi la gauche. Mais Jean-Luc Mélenchon a dit ne vous occupez pas des ouvriers, des employés, il n'y a rien à gagner avec ces gens-là. Il l'a dit publiquement. Ça vous a fait mal d'entendre ça? Et Ruffin l'a dénoncé d'ailleurs. Quand vous regardez le NFP, tous ces partis, ils se mettaient des couteaux dans le dos avant les élections, ils se sont arrêtés pendant 24 heures, ils ont remis des couteaux dans le dos après les élections. Écoutez, c'est tous les mêmes.